Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Rivian augmente sa production du R1T. Les nouvelles règles de la Californie encadrent de façon exceptionnelle les ventes de véhicules électriques et Honda et LG installent une usine de batteries aux États-Unis. Les véhicules à assistance électrique et les trottinettes électriques seront subventionnés à New York et GM pourra racheter les franchises de Buick qui ne prennent pas le virage électrique. Réflexion branchée, M. Côté nous parle de la supposée facture de 30 000 $ pour une batterie de Volt. Il n'y a pas juste des voitures, on parle des moteurs de hors-bord électrique de grande puissance. Et en grande entrevue, on revient sur le thème des vélos à assistance électrique avec nos trois invités. La catégorie avec les moteurs roues à l'arrière sur l'essieu, puis la catégorie avec les moteurs pédaliers, donc le moteur est dans le pédalier. Tout ça et bien plus encore dans l'épisode 133 de votre podcast Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le podcast 100% dédié aux voitures électriques. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau 2 semaines, que vous avez pu télécharger l'épisode hors série de la semaine dernière où on s'entretenait avec Daniel Breton des impacts de la campagne électorale actuelle au Québec. Là. Donc, on s'en va en élection, les partis ont différentes positions sur l'électrification des transports. On a essayé de clarifier ça un peu puis de voir quels sont les enjeux sur lesquels le prochain gouvernement devra travailler dans les prochaines années. Mobilité électrique Canada a fait une belle liste de recommandations là, sur des éléments sur lesquels travailler. C'est fort judicieux. Si vous ne l'avez pas écouté, prenez le temps d'écouter ça. C'est pas très long, mais ça donne quand même une très bonne idée des efforts à déployer dans les prochaines années pour continuer notre lancée en électrification au Québec. On est souvent fiers, on se compare avec le reste du Canada, puis on fait belle presse, en fait. Mais il y a encore du travail à faire. Il y a du pain sur la planche. Il y a des secteurs, il y a des créneaux d'électrification de transport qui n'ont pas été encore très attaqués au moment où on se parle, où on s'y est pas, on n'a pas mis la même énergie que pour les voitures grand public. Et puis, il faut le faire parce que c'est un domaine qui est large, qui est vaste et dans lequel il y a beaucoup d'économies à faire autant financièrement qu'en bilan là, des émissions de polluants, de carbone, etc. Donc, aujourd'hui, on a du pain sur la planche, mes amis. On va avoir des entrevues fort intéressantes. Évidemment, la grande entrevue, on va parler de vélo à assistance électrique qu'on l'a déjà fait il y a 2 ans, mais ça évolue. On a beaucoup de questions qui nous est posées sur le sujet. On est en fin de saison. Il y a des bons deals là, qui apparaissent et puis on veut vous renseigner correctement si vous voulez faire l'achat d'un tel vélo. On a nos experts qui vont nous en parler. Vous allez voir, ça va être fort intéressant. Également, on va parler de cette fameuse histoire d'une batterie de Chevrolet Volt à 30 000 $. My God! Beaucoup de désinformation alentour de cet élément-là. Donc, premièrement, c'est pas une facture, c'est un bordereau, là, une soumission, puis un paquet d'erreurs factuelles là-dessus. Claude Gauthier va nous en parler de façon très humoristique un peu plus tard. On va également parler de hors-bord électrique. Il y a plein de trucs électriques, on le dit, là, c'est pas juste des voitures. Et puis Philippe Corbeil a une chronique justement où il parle de d'autres types de véhicules. Ça va être pas mal intéressant. J'en profite pour dire que plusieurs personnes nous écrivent. Écoutez, on répond à tout le monde. Si vous nous écrivez, nous laissez un message vocal à question.silenceonroule.com. On répond toujours à tout le monde, on vous lit tous, mais on ne peut pas toujours en ondes nommer tous ceux qui nous écrivent. On passera la moitié de l'émission à remercier des gens qui nous ont écrit, mais je veux quand même le faire avec quelques-uns pour vous montrer qu'on a quand même, on reçoit quand même de la correspondance. Karel Montour, merci beaucoup de nous avoir écrit puis pour les bons commentaires. Cédric Coulon en France, il nous écoute de la France, il m'a envoyé des photos d'un van qui a modifié pour être capable d'utiliser électrique, puis il recharge les accessoires, là, des batteries qui servent à alimenter les accessoires dans sa petite fourgonnette électrique à partir d'une borne de recharge niveau 2. Très intéressant. Richard Séguin, Tommy Coulombe, qui est devenu bénévole de l'AVEC suite à notre épisode où on parlait du bénévolat à l'AVEC aux îles de la Madeleine, eh bien, ça a porté fruit. Il y a des gens qui ont écouté ça et qui ont dit, ben moi aussi, je vais être bénévole, je veux partager ma passion, puis je veux faire partie de cette équipe-là là, de joyeux bénévoles de l'AVEC. Merci beaucoup, Tommy.
Et puis, juste avant d'aller aux actualités, simplement vous dire que restez à l'écoute, surtout si vous avez une Tesla. Dans les prochains épisodes, on va vous parler d'un nouveau partenariat avec une entreprise, A2Z. Vous pouvez déjà visiter leur site web là, au A2Z EV Shop, A2ZEVSHOP.com. Eux vendent des accessoires, mais entre autres, le fameux adaptateur pour brancher une Tesla sur des bornes qui ne sont pas des bornes Tesla, donc via le port CCS. Donc, vous cherchez là, un adaptateur de Tesla CCS pour pouvoir utiliser l'ensemble des bornes du parc de recharge au Québec. Allez visiter A2Z EV Shop. Ils ont ça en stock. Et puis, on va pouvoir vous en faire tirer à nos auditeurs. On va vous expliquer comment là, dans les prochains épisodes. Donc, restez aux aguets. Alors, sans plus tarder, allons tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. L'actualité dans le monde des VE. Un peu à l'image de Tesla, une autre entreprise de véhicules électriques s'est fait un nom de façon unique, Rivian Automotive. Fondée en 2009, Rivian se concentre sur les camions électriques et les VUS haut de gamme en mettant l'accent sur l'aventure et le plein air. Rivian a lancé son premier véhicule électrique, la camionnette le R1T, à la fin de l'année dernière et elle travaille à augmenter sa production et prévoit mettre sur le marché son VUS, le R1S, construit à partir de la même plateforme plus tard cette année. La route a été longue et ardue pour arriver là, mais Rivian a reçu une aide majeure de 700 millions de dollars américains d'Amazon en 2019 et de 500 millions de dollars américains de Ford quelques mois plus tard. Au départ, Rivian et Ford souhaitaient développer conjointement un véhicule, mais les deux entreprises ont décidé d'annuler le projet. Cependant, le partenariat avec Amazon est toujours très actif suite à cet investissement et Amazon a annoncé qu'elle achèterait 100 000 camionnettes de livraison électrique sur mesure dans le cadre de sa décision d'électrifier sa flotte. De nombreux gouvernements dans le monde ont fixé des objectifs pour assurer l'élimination progressive des véhicules à combustion. La plupart d'entre eux se situent en 2030 et 2040, mais aucun ne sont aussi complets que les nouvelles règles de la Californie, comme le rapporte le New York Times. En effet, le ACC2 comprend de nombreux incitatifs dont certains visent à encourager la vente de véhicules électriques et à protéger les consommateurs. En voici quelques-uns. La vente des véhicules électriques doivent avoir une autonomie minimale de 240 km. Seulement 20% des véhicules produits par les manufacturiers peuvent être des hybrides branchables et doivent avoir au moins 80 km d'autonomie. Chaque modèle de véhicule électrique doit inclure un cordon de recharge et un adaptateur disponible pour les bornes de recharge publiques standards. 70% de la capacité de la batterie doit être garantie sur une période de 8 ans ou 160 000 km. La capacité d'évaluation de la batterie doit être développée pour les véhicules d'occasion afin que les acheteurs puissent voir la capacité de la batterie qu'ils achètent. Les informations sur la réparation des véhicules électriques doivent être fournies aux ateliers de réparation indépendants. Les incitatifs financiers devront permettre aux acheteurs à faible revenu de réduire le prix d'un véhicule électrique. Et finalement, les constructeurs automobiles peuvent être condamnés à une amende pouvant aller jusqu'à 20 000 $ pour chaque véhicule qui n'atteint pas les objectifs de production.
Honda et LG annoncent la création d'une usine de batterie de 4,4 milliards de dollars américains aux États-Unis. Honda se prépare au lancement de plusieurs modèles de véhicules électriques au cours des prochaines décennies et cette décision obligera la compagnie à se procurer davantage de batteries. Ainsi, le constructeur automobile, en collaboration avec le géant de la technologie LG, a annoncé la création d'une nouvelle usine de batteries aux États-Unis d'une capacité annuelle de 40 gigawattheures suite à un investissement de 4,4 milliards de dollars américains. Les batteries lithium-ion qui seront produites dans l'usine seront exclusivement utilisées par les modèles Honda et Acura EV destinés au marché nord-américain, garantissant l'approvisionnement en un temps voulu. Faisant un fait intéressant, par contre, la capacité annuelle de 40 gigawattheures est identique à celle de l'usine de batterie du groupe Volkswagen à Valence, en Espagne. Sujet d'actualité avec la grande entrevue d'aujourd'hui. Si vous vivez à New York et souhaitez acheter un scooter électrique ou un vélo à assistance électrique, l'incitatif proposé pour les vélos électriques de la ville de New York pourrait réduire de moitié le coût d'acquisition, vous permettant d'économiser plus de 1 000 $ américains grâce à une remise en achat. C'est l'objectif du projet de loi de la sénatrice Julia Salazar qui compenserait 50 % du coût d'acquisition d'un nouveau vélo ou d'un scooter électrique. Le montant de l'incitatif serait plafonné à 1 100 $ américains, ce qui signifie que tout vélo électrique de plus de 2 200 $ ne sera admissible qu'à une remise de 1 100 $. Cela marque un progrès majeur pour New York, un État qui n'a légalisé les vélos électriques qu'il y a 2 ans. Un nouveau rapport préparé par Dunsky Energy et le Climate Advisors pour Ressources naturelles Canada fait des projections de mise à jour de l'infrastructure des recharges publiques pour les véhicules du Canada et offre un plan directeur pour les futurs besoins de recharge et la politique de déploiement fédéral. D'ici 2030, le gouvernement fédéral s'attend à voir 4,6 millions de véhicules électriques sur les routes canadiennes. Pour répondre aux besoins de recharge de ces véhicules, il indique que le pays devra installer environ 200 000 bornes de recharge accessibles au public d'ici 2030. Un mélange de bornes rapides et de niveau 2 à courant continu qui correspond à un ratio d'une borne par 24 véhicules électriques. Ce n'est là qu'une des conclusions essentielles du nouveau rapport intitulé « Les besoins en infrastructure de recharge publique du Canada » préparé par Dunsky Energy et Climate Advisors qui ont été publiés la semaine dernière par Ressources naturelles Canada. L'étude attendue du rapport réalisé par Dunsky pour le gouvernement de 2018 tient compte des tendances récentes du marché et fonde ses projections sur l'hypothèse que les véhicules à zéro émission représenteront 15 % des ventes de véhicules utilitaires au Canada en 2025 et 60 % des ventes d'ici 2030 et 100 % d'ici 2035. Plus tôt la semaine dernière, Toyota a annoncé un plan d'investissement de 5,6 milliards de dollars américains pour produire des batteries pour véhicules électriques au Japon et aux États-Unis. Cela inclut une expansion de 2,5 milliards américains pour la création d'une usine de batterie en Caroline du Nord en pleine construction, suggérant très probablement son engagement futur vers les véhicules électriques construits aux États-Unis. Initialement, Toyota avait mentionné que ces usines représenteraient un investissement initial seulement au Japon. Cependant, un rapport d'Automotive News confirme déjà certains détails additionnels qui suggèrent que Toyota considère maintenant que les véhicules électriques représentent un changement profond et permanent. General Motors proposera aux concessionnaires Buick américains qui ne souhaitent pas demeurer avec la compagnie de racheter leur franchise dans le cadre d'une restructuration de ses futurs véhicules électriques, a déclaré le PDG de Buick. Les quelques 2000 concessionnaires américains de Buick auront la possibilité d'être rachetés, a déclaré le patron de Global Buick, Duncan Aldred, lors d'une entrevue. Il a présenté ce plan dans une réunion virtuelle des concessionnaires vendredi dernier. GM a déclaré que Buick passera à une gamme entièrement électrique d'ici 2030, ce qui nécessitera des investissements dans les bornes de recharge et moins de revenus provenant de l'entretien de véhicules à combustion interne. Les réflexions branchées de Claude Gauthier. Alors, cette semaine, ce n'est pas les chroniques songées de Claude Gauthier, c'est bien plus les pensées très profondes d'Arthur Côté. Moi, j'aime ça. J'ai renommé la balado. Peut-être pas la balado, plus la chronique. Alors, cette semaine, tout le monde, j'ai pour vous un invité très spécial. Alors, je vais le laisser se présenter. Bonsoir. T'es qui, toi? Je suis le fils de Claude Gauthier. Ah ouais? Comment tu t'appelles? Je m'appelle François. François? Hey, François. François, toi, t'es mon voisin, hein? Ouais. Ben oui.
Hey, François, je t'ai fait venir là, à ma nouvelle chronique parce que je voulais qu'on parle d'une affaire. Tu te rappelles, là, samedi matin, quand je t'ai demandé où était ton père, j'avais de quoi y montrer. J'étais tellement excité. Puis là, tu m'as dit qu'il n'est pas ici. Il était où déjà? Comment ça s'appelle? Le relais électrique. Ah, c'est ça, le relais électrique. C'est quoi ça faisait, le relais électrique? Ah, c'était des essais de véhicules électriques, là. Ouais, puis il y avait du monde il y avait du monde de loin, hein? Il m'a dit qu'il y avait du monde de Montréal qui était descendu jusqu'au lac pour venir faire les tours de char électrique. J'ai même croisé quelqu'un qui avait l'accent français. Ben oui. On trouve de tout. Il venait de la France, peut-être, je sais pas. Hey, c'est ça. Alors, peut-être que le monde n'a pas compris, mais hey, je suis rendu avec un Ford Lightning. Tenez-vous bien. Et là, je voulais aller montrer ça. Hey, je suis arrivé, tout le monde était content de me voir, hein, que j'allais pouvoir faire essayer mon pick-up. Toi, comment t'as trouvé ça, t'as promené avec un Ford Lightning de Monsieur Côté? J'ai adoré. Surtout être avec toi, hein, parce que le McDo, c'était cool, là. C'est toi qui as payé. Eh ben oui, hein, c'est ça. Ça coûte tellement pas cher, ça me dérangeait pas en tout de payer le McDo. Ouais, ça coûte pas cher. Et puis là, quand on est allé t'as-tu aimé ça, toi, le Lightning? Tu m'as dit oui. Puis, y a-tu d'autres chars que t'as aimé? Ah, j'ai adoré la Audi e-tron, là. C'est vraiment mon coup de cœur. Malheureusement, ça coûte beaucoup d'argent. Ben, ça coûte... c'est combien que ton père m'a dit déjà? Ah, je crois que c'est 200 000. Hey, 200 000 piastres! Penses-tu que tu vas être capable de te payer ça un jour, toi? Je vais travailler beaucoup à congélerie, en tout cas, hein? À congélerie? Ah ben oui, à la congélerie ici, hein? De Bleuet, parce qu'on a une congélerie de Bleuet. OK, puis là, on a fait essayer mon pick-up toute la journée, puis on a essayé, le monde, ils ont pu essayer toutes sortes de chars. C'était vraiment le fun. Puis là, moi, c'est ça. Écoute, depuis que j'ai mon Lightning, qu'est-ce que je fais, François, avec mon Lightning? Ah, tu te promènes. Oui, je me C'est tout ce que tu fais, crime. Je me demande si tu dors. Je suis sûr que tu dors dans ton char. Je pourrais dormir dans la boîte de pick-up. Disons que Germaine serait bien contente, elle m'entendrait moins ronfler. Fait que c'est ça, ben oui, écoute, moi, je fais des commissions de tout le monde, ça me dérange pas pantoute, hein. D'abord, toi, tu dois être content, je te promène d'un bord pis de l'autre. C'est bien utile, là, sachant que mon père il est souvent occupé, pareil pour ma mère. On s'en va me porter à l'école, on s'en vient me chercher, on s'en va me porter à la congélerie, puis la semaine dernière, tu voulais aller à Chicoute avec moi. Ben oui, écoute, c'était le fun, hein, on peut se promener d'un bord pis de l'autre. C'est vraiment le fun. Il y a une affaire, par exemple, mon ami Réginald m'a envoyé une affaire. Ça, lui, là, il est pas ben pour ça, les véhicules électriques. Il arrêtait pas de me dire, Arthur, tu vas voir, cet été, t'aimeras pas... Cet hiver, pas cet été, c'est le fun. Cet hiver, t'aimeras pas ça parce que tu pourras pas aller aussi loin. Puis là, il m'a envoyé une affaire, ça me stresse un peu. Faudrait que j'en parle à ton père. Il y a un gars qui a changé sa batterie, ça lui coûtait 30 000 $. T'es-tu au courant de ça, toi? Ouais, j'étais au courant de ça, puis ton ami Réginald, il a pas même raison. Ça fait longtemps qu'on a un Tesla, on fait des hivers et tout, pis c'est bien cool. Okay. Mais revenons à ce que tu m'as dit. Oui. Mon père, il m'en a parlé. Puis il m'a expliqué qu'en gros, la soumission est réelle. Oui. Mais c'est pour un véhicule de 12 ans. Fait que c'est pas des fake news, là. C'est une vraie facture, une vraie soumission, on peut dire. Oui, c'était en Floride. OK. Puis en gros, le véhicule, c'est une Volt 2010. Ça, c'est char qui avait une batterie puis un moteur. Ouais, okay. Un hybride. OK, ça existe plus, ça. Ça m'étonnerait. Non, ça existe plus, je m'en rappelle, ça existe plus, ton père me l'a dit. Puis une batterie neuve pour ce véhicule, c'est très difficile à avoir, comme il est vieux. Oui. Puis le concessionnaire de la Floride, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu d'ouvrir la batterie et d'aller voir le problème, ils ont contacté une entreprise qui lui vendait bien cher. Eh ben là, c'est sûr, la batterie, s'il y a personne qui l'avait, l'entreprise, elle voulait faire la pièce, comme on dit, hein? Ben, bien sûr. Fait que le client, il est pas bien con. Fait qu'il a pas acheté la batterie. Et qu'est-ce qu'il a fait?
Ben, il s'est tourné avec une batterie qui est remise à neuf. Il y en a sur eBay à 3600 $US. Ben voyons, toi, sur eBay. Je te jure. Ben, moi, je connais ça, eBay. Des fois, je remène à la chute des affaires là-dessus. T'es en train de me dire qu'il y a vraiment une batterie qui était sur eBay. À 4700 $ canadiens. Hein? Ça dépasse même pas les 5000. OK. Imagine le prix qu'ils voulaient y vendre. Ben oui, hey, 30 000 $, toi, 5 000 $. Puis en plus, t'es 30 000 US, là. Puis je sais que ton père aussi m'a déjà dit de pas m'inquiéter pour ça, parce que même qu'il y avait des entreprises ici au Québec qui seraient capables de défaire la batterie, puis que c'était comme ça des blocs Lego, là, quelque chose comme ça, puis qu'il allait pouvoir réparer juste une partie de la batterie. Fait que ça veut dire que ça coûtera encore probablement moins cher. Bien sûr. Puis en plus, c'est fait au Québec. Fait que ça contribue aux entreprises Ben oui. du Québec. Ben oui, c'est le monde ici qui travaille, puis on les fait, on lui donne de l'argent. J'aime bien mieux donner de l'argent à du monde ici que du monde ailleurs. T'as bien raison. Hey là, je suis en train de regarder l'heure. Ça serait pas le temps que j'aille t'amener, toi? Ben oui, crème, j'avais pas vu là. Ah oui! Ah oui, Arthur! Ah oui, monsieur Côté, faut pas que je sois en retard, j'aurai pas ma paye. Bon, ben, je vous laisse tout le monde, je m'en vais porter François. Fait que, à la revoyure! Ah ouais! Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûches? Il n'y a qu'une solution, Hydro Solutions. Depuis plus de 60 ans, Hydro Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez une soumission gratuite et sans engagement de votre part au www.hydrosolutions.com. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche afin qu'ils prennent tout en charge. L'analyse de votre situation, l'installation d'une borne de qualité par un installateur certifié et même, au besoin, le financement sur 24 ou 48 mois. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Un sujet très populaire, tellement qu'on se fait poser des questions presque 365 jours par année. C'est des questions sur les vélos à assistance électrique. On a fait, il y a déjà 2 ans, en septembre 2020, à l'épisode 87, un spécial sur justement les vélos à assistance électrique. 2 ans plus tard, on fait un retour avec les mêmes invités, Yves Auger, Patrick Goulet et Ghislain Lejeune, et on va parler encore une fois de vélo à assistance électrique. Ben, tout d'abord, messieurs, merci d'être là encore ce soir. Bien, fait plaisir. Oui. Je pense qu'on va vraiment faire un survol, mais un survol avec des points importants. Évidemment, pour les gens qui n'ont pas écouté la première entrevue, c'est pas grave. On va essayer de repartir à zéro puis de remettre les bases à la bonne place pour qu'on parle tous de la même chose. Donc, je vais commencer avec toi, Patrick. Premièrement, qu'est-ce qu'un vélo à assistance électrique? C'est quoi ça, un vélo à assistance électrique? C'est-tu juste électrique? Comment ça fonctionne? C'est comme, on peut dire que c'est un hybride, là, c'est-à-dire il va utiliser la force motrice de l'humain et assisté par un moteur électrique. Le moteur peut être soit au niveau du pédalier ou bien à la roue arrière. OK. Et donc, est-ce qu'il faut pédaler pour que le vélo nous assiste ou on a un throttle ou un bouton qui permet au vélo de rouler sans qu'on pédale? Comment ça fonctionne? Il y a 2 types. Il y a celui, justement, avec l'accélérateur, le throttle, comme on appelle ça au Québec, et l'assistance électrique qui est tout simplement, aussitôt que tu commences à pédaler, le moteur enclenche et t'assiste là, dans l'effort. Dans l'effort, OK. Donc, le résultat ou la raison d'être de ce type de vélo-là, si je comprends bien, c'est que puisque ça t'assiste, c'est moins forçant. Donc, ça te permet soit de faire des plus longues distances ou encore de faire du vélo si tu es un peu moins en forme ou tu as un peu moins de capacité physique, j'imagine? Tout à fait, oui. D'ailleurs, moi, c'est pas parce que je suis pas en forme. Là, je suis ancien coureur. Puis je m'entraîne encore d'ailleurs avec mon vélo musculaire. Mais c'est plus plaisant là, d'avoir l'assistance avec le moteur. Surtout que moi, je fais des voyages. Alors, faire 100 km
Avec un moteur, c'est plus facile que de le faire sans moteur, surtout avec des sacoches et tout le reste de l'équipement. Là. OK. Ghislain, peut-être, juste pour qu'on comprenne bien, quelqu'un qui ne l'a jamais essayé, est-ce qu'on peut choisir quand est-ce que le moteur va nous assister ou ne nous assistera pas? Par exemple, est-ce que je peux être comme si j'étais avec un vélo normal quand je suis sur un terrain plat, puis juste demander au vélo de m'assister quand je monte une côte, ou l'assistance est toujours là, ou est-elle proportionnelle à l'effort que je fais? Comment ça fonctionne? Ben, tous les vélos à assistance électrique ont tout un niveau d'assistance qui peut être sélectionné par l'utilisateur. Typiquement, on va parler de 2, 3 ou 4 niveaux. Donc, assistance faible, moyenne, et plus on monte, plus le vélo est assisté par le moteur. Donc, c'est vraiment le choix de l'utilisateur, la puissance qu'il veut obtenir de l'assistance. Une fois qu'on a dit ça, il y a différents types d'assistance. Il y a des vélos qu'on appelle avec un capteur de cadence. Autrement dit, plus on met quand on sélectionne la cadence qu'on veut avoir, le moteur va assister, va donner tout le temps la même force, la même cadence. Et il y a ce qu'on appelle le torque sensor ou le couple au niveau du couple. Ce vélo-là, habituellement, moi, j'aime mieux ça parce que c'est vraiment selon la puissance que tu mets au pédale que le moteur va s'ajuster. Donc, ça fait un moteur une expérience plus sportive, plus normale. Et plus, une assistance plus souple. Plus souple, effectivement. Ouais. Donc, si je comprends bien, Ghislain, là, c'est-à-dire que, par exemple, si je pousse pas beaucoup, donc je pédale, mais sans donner vraiment de pression très forte sur le pédalier, il va m'assister moins. Mais si je me mets à vouloir accélérer puis là, pousser plus c'est fort, toujours en pourcentage du couple que tu appliques sur le pédalier. OK. Donc, au final, tu vas aller plus vite, mais l'effort que tu as à mettre, toi, va être de plus en plus aidé par le moteur. Oui, selon l'assistance que tu choisis, selon le niveau d'assistance choisi, effectivement. Excellent. Ben, déjà là, ça explique bien ce que c'est. Yves, la question que j'ai à te poser, c'est est-ce qu'il y a des catégories de vélos? Mettons qu'on veut s'en acheter un, puis on va souvent prendre cette analogie-là au cours de l'entrevue. On va se poser des questions dans l'optique où on est intéressé à peut-être s'en acheter un. Est-ce qu'il y a des grandes familles ou des sous-catégories qu'on devrait connaître quand on commence à magasiner? Les vélos européens ou plus dispendieux vont baser souvent sur la norme européenne où c'est pratiquement interdit d'avoir un throttle, une poignée d'accélérateur. Donc, dans les moteurs pédaliers, on va souvent avoir pas de throttle, si on veut, là. Puis ça va être la classe 1, si on a discuté tantôt, là. Donc, les plus hauts de gamme, souvent, il n'y aura pas d'aide 100% électrique. Après, quand on achète les milieux de gamme ou pas européens ou moins grandes marques, on va souvent commencer à trouver le throttle pour donner une assistance vraiment sans pédaler. Puis comme disait Ghislain, le capteur de cadence, le capteur de rotation de pédalier va être sur les ceux de base. Ceux plus haut de gamme vont avoir un capteur de couple qui donne une assistance plus souple. Donc, la catégorie 1 va souvent être un peu plus haut de gamme parce qu'il n'y aura pas de throttle, comme par hasard, mais une assistance plus souple. Catégorie 2 va ouvrir avec le throttle tous les milieux de gamme un peu plus. Là. Puis on a deux grandes catégories aussi. Ouais. Comme on en a parlé tantôt, tu as la catégorie avec les moteurs roues à l'arrière sur l'essieu, puis la catégorie avec les moteurs pédaliers. Donc, le moteur est dans le pédalier, dans le centre du vélo. En général, les moteurs pédaliers, c'est pas tout à fait tout le temps 100% vrai, mais en général, les moteurs pédaliers sont beaucoup plus dispendieux. Donc, ça prend un budget un peu plus élevé. Les moteurs roues ont tendance à être un peu moins dispendieux. Par contre, l'expérience avec un moteur pédalier est plus souple, plus sportive, plus proche d'un moteur, d'un vélo traditionnel. Puis ça permet aussi d'utiliser les vitesses du vélo, donc de multiplier notre force. Donc, on peut parcourir plus d'autonomie. On a plus d'autonomie avec la même batterie parce qu'on fournit plus d'efforts humains. OK. Justement, tu parles d'autonomie. Avant d'entrer dans l'autonomie, va vraisemblablement être liée à la batterie, là, j'imagine. Mais le moteur que là-dessus, j'imagine qu'il y a différentes forces de moteur. Comment ça fonctionne? Comment est-ce que quand on magasine, on va nous proposer un modèle de véhicule qui va venir avec différentes forces de moteur? Si je te pose la question, comment... Oui, OK. En fait... si on prend les mid-drive, là, les moteurs pédaliers, là, ceux qui sont produits en Europe, c'est 250 watts les moteurs. En temps normal, là, les bicycles de haut de gamme même sont 250 watts les moteurs.
Tu n'as pas besoin de plus, de toute façon. C'est juste pour te balader. 250 watts, c'est suffisant. Tu vas aller atteindre ta vitesse à 32 km/h. Puis ça va te permettre aussi une plus grande autonomie si tu en veux de la grande autonomie. Là. Donner l'exemple de mon vélo. Moi, j'ai un moteur de 250 watts. J'ai une batterie de 630 Wh. Ben, je peux aller chercher 120 km d'autonomie, grosso modo, là, en restant au premier niveau d'assistance. Okay. Plus tu mets de l'assistance, moins d'autonomie, c'est assez clair. Oui, OK. Il faut faire attention, ton vélo a apparemment des pointes de 500 watts. Oh, non, ben, pas la mienne. Les Bosch, ceux qui sont cassés 250, 350, ils ont des pointes 500, des fois, ça dépasse même la limite québécoise de 500 watts. Donc, tu as des pointes de 550 watts. Ils vont souvent mettre une puissance steady, comment on appelle ça? Comme moyenne, à 250 watts, parce qu'il y a des endroits où la limitation est 250 watts. Mais tu vas avoir la pointe cachée que personne ne sait, que ton afficheur ne te montrera pas, que tu vas mesurer seulement avec un appareil électronique, qui va dépasser des fois 500 watts. Mais pour le consommateur qui va dans une boutique, par exemple, puis qui se magasine quelque chose, il peut s'attendre à ce que les véhicules, les vélos qu'on va lui proposer ont des moteurs aux alentours de 250 watts, 350, là, si on s'en va dans les Chinois, là, surtout. Là, c'est surtout 500 watts ils ont dans 500, Mais ce qui est important de noter, c'est que si on veut avoir un vélo pour se promener sur les pistes cyclables régulières, la loi ici, c'est 32 km/h maximum. On ne peut pas dépasser. Puis c'est un vélo à assistance électrique. C'est pas un vélo... C'est un vélo qu'on doit pédaler puis qu'on ne dépasse pas 250 watts. Donc, la vitesse, le vélo est barré à 32 km/h. Mais la norme québécoise, c'est 500 watts. Oui, 500. Mais, pour la SAC. Ouais. Mais la plupart des vélos qu'on va acheter avec les vélos qui ont des moteurs Bosch, les hautes qualités, là, les Shimano, les Boss, les Yamaha, c'est toutes des 250 watts. Puis, avec des pointes à 500. Oui, avec des pointes à 500. Il y a une différence. C'est ça. Moi, j'ai un moteur Brose. Ma pointe n'est pas 500, là, elle est 300, je crois. Elle n'est pas très élevée là, comparativement. Puis, le meilleur exemple que je peux donner, c'est cette année, au printemps, on est allé camper, moi et un de mes amis. Lui, il a un moteur chinois Bafang, un M600, une affaire comme ça. Et au même niveau d'assistance, premier niveau, là, pour son moteur versus le mien, lui, il avait une plus grosse batterie que moi, mais étant donné que sa pointe était plus élevée que la mienne, mais il a rentré dans sa batterie plus vite que moi, même s'il était au premier niveau, parce qu'il était capable d'aller chercher un pic plus élevé. Fait que quand tu montes ton pic, là, tes wattages, ça consomme plus dans ta batterie. Ouais. Là. Alors, l'assistance, c'est correct. Moi, personnellement, à 250 watts, avec un pic de 300, j'en ai suffisamment. Là. Je ne cherche pas à aller... plus que 32 de toute façon, là, puis je roule pas 32, je roule 25 à peu près. Là. Okay. C'est suffisant, 250 watts. Donc, je comprends que si je magasine puis qu'on m'offre un vélo avec un moteur de 250 watts puis un autre avec un moteur de, je sais pas, 350, 500, c'est pas... Pour le même prix, mais ça vaut pas la peine. Je comprends bien que tu ne payerais pas pour avoir un 500 watts. Il ne faut pas se laisser impressionner par les watts. C'est un peu ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut dire aux gens, là. Laissez-vous pas berner par ça, là. Pas parce que c'est des gros wattages que tu vas aller plus loin et tu vas consommer plus sur ta batterie. C'est ça qui va se passer, là. Tu vas peut-être... quand on a un vélo avec des plus grosses pointes, on va souvent aussi avoir des plus grosses batteries, là. Oui, mais... Dans le cas des Bafang, on peut ajuster les niveaux aussi. Tu plugues ton laptop là-dessus puis tu ajustes tes 5 niveaux à ton goût. Ah, tu peux programmer ces paramètres. Les paramètres, tu as accès. Vous venez de parler de batterie, je fais du pouce là-dessus. Peu importe le moteur qu'on a, là. On peut s'attendre à quoi comme autonomie de ces batteries-là? C'est-à-dire que, par exemple, dans un cas typique d'un vélo avec un moteur de 250 watts, ça joue entre quoi et quoi l'autonomie qu'ont ces vélos-là? Ça, c'est à peu près comme demander à quelqu'un qui conduit une voiture... c'est quoi l'autonomie de ta voiture, puis l'autre, le voisin à côté qui a le même type de voiture, il ne fera pas la même autonomie pour en fonction du parcours, de la distance. Ça va dépendre de la lourdeur de ta pédale. De comment ton le terrain aussi, le vent. Le terrain, le vent, puis tout le restant. Disons, une piste cyclable droite, pas trop de montagne, pas trop de vent, une belle journée qu'on roule à 25-26. Au premier niveau, là, on peut faire à peu près avec une batterie de 500 Wh, on peut aller chercher un 90, 95, même 100.
Sans facile. Moi, le mien, j'ai 500 Wh avec un moteur un Bosch, 250 watts pédalier. Puis, premier niveau, je vais faire des 90, 100, 95, 100. Donc, si on peut, quelqu'un qui pédale le moindrement, qui met un moindrement d'effort, peut aller chercher un 100 km. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, là, parce que j'ai bien compris, premier palier, c'est un peu d'assistance. Deuxième palier. Donc là, tu me parles de premier palier, donc c'est l'assistance minimale que le vélo peut... Ça représente quoi en termes d'aide? Là? Si moi, là, au bout de 20-30 km de vélo en ligne droite, ma journée est faite, à l'assistance 1, je vais être capable de faire combien? En fait, je dis souvent que l'assistance 1 sur mon vélo, qui est un vélo assez avec des gros pneus, avec, gros, ils sont pas énormes, là, mais c'est des 27.5, un vélo un peu plus gros, des pneus un peu plus gros avec un cadre assez solide. L'assistance 1 est là pour combattre le poids, puis donner aussi un petit air d'aller, mais c'est vraiment beaucoup musculaire. Quand on va au niveau 2, là, on commence à sentir beaucoup plus une accélération du vélo. À niveau 3, là, le vélo vraiment nous aide, puis on peut réduire de peut-être 30% notre pression. Puis quand tu dis au niveau 1, l'assistance vient annuler le poids du vélo, tu parles du poids supplémentaire dû au fait qu'il soit électrique? De ce fois que tu as la résistance du moteur, tu as les batteries, tu as le poids du vélo qui est plus pesant, puis c'est des pneus plus gros, donc il y a plus de résistance. Donc, l'avantage d'avoir le vélo électrique, c'est que ça permet d'avoir un vélo plus robuste avec des plus gros pneus qui permet d'amortir plus nos bouées de poule sur les routes et sur les pistes cyclables. Mais ça nous permet de faire une bonne distance avec notre vélo. Alors, le niveau 2 va aller chercher un peu plus, va nous donner un peu plus de facilité. Quelqu'un qui n'est pas trop en forme, qui veut vraiment faire une balade de 40-45 km, peut aller jusqu'au niveau 3 à peu près. Là. OK. Oui. Moi, l'analogie que je compte aux gens souvent, c'est que l'assistance 1, c'est comme si tu allais t'acheter un vélo de route carbone à 10 000. Le vélo pèse plus rien. Moi, j'ai comme le vélo de route de carbone de monsieur, là, parce que il annule le poids du vélo, tu sais. Puis j'aimais bien la comparaison de Ghislain. Quand on dit 500 Wh, puis on est 3 types de cyclistes différents. On va commencer avec Pat. Patrick fait 100-120 km avec 500 Wh. Ghislain en fait, mettons, 90. Moi, j'en fais seulement 70, tu sais, parce que moi, mes genoux sont maganés, puis je suis plus paresseux, peut-être, je pourrais dire. Là, mais avec le même 500 Wh puis le même vélo, ouais, non, là, mais je comprends bien. On disait qu'il y avait 630 Wh, là, fait qu'il y a une plus grosse batterie que moi. 630, ouais. C'est 630 Wh. Moi, un 250 watts, un vélo, ça serait non. Je ne la jetterais pas. Faut que je connaisse le nominal, puissance. J'ai besoin de mon 350 solide, puis des pointes à 500, 600, moi, je m'en sers souvent, mais tout le monde est différent. Hey, le temps passe vite, puis il y a des trucs que je veux qu'on ait le temps de parler. Ça prend combien de temps de charger ça, ce vélo-là? Je suis allé faire une journée de vélo, mettons, là, puis le soir, là, ma batterie est pas mal vide, puis je branche ça. Ça prend combien de temps de charger? Les chargeurs, c'est 2 ampères-heure, OK, souvent sur le 36 volts Bosch. 4 ampères-heure, les batteries sont souvent 15 ampères-heure, 12 ampères-heure. Faites une règle de 3 heures, 3 x 4, 12. 3-4 heures. 3-4 heures. OK. Fait que t'as pas le temps, à moins de prendre vraiment un gros lunch, t'as pas le temps de le charger pendant ton lunch, mais le soir, pendant il y a des vélos plus bas de gamme qui peuvent avoir un chargeur de seulement 2 ampères. Bon. Mais un usage typique, quelqu'un qui l'utilise pour aller travailler, là, s'il va travailler assez loin, là, une trentaine, quarantaine de kilomètres, il peut enlever sa batterie, l'amener à son bureau puis la recharger pendant sa journée de travail. Les batteries s'enlèvent toujours sur ces vélos-là? Ou? J'ai pas. C'est rare que ça s'enlève. C'est rare que ça s'enlève pas. Puis quand on dit enlever, ça prend pas d'outils. Là, non, c'est une clé puis c'est clé. Ouais, ça s'enlève facilement. On a abordé quelque chose tantôt, puis je veux qu'on ait le temps d'en parler. Vous avez parlé du 32 km/h. Et puis, moi, le parallèle que je fais, puis on a fait une émission là-dessus il n'y a pas tellement longtemps, d'ailleurs, sur les trottinettes électriques, puis on sait que, bon, il y a... C'est pas officiellement légal, c'est un trou dans la réglementation, puis il y a un paquet de trucs qui arrivent autour de ça. Dans le cas du vélo, il y a quand même une certaine réglementation qui est là. On balise un certain nombre de choses, dont la vitesse maximale. C'est-à-dire que le 32 km, ça veut dire qu'en assistance maximale, le vélo ne doit pas pouvoir dépasser 32 km/h. C'est ce que c'est... Exactement. Ouais. Le moteur, il se désenclenche rendu à 32 km/h. C'est ça la réglementation. Toi, tu peux continuer à aller plus
vite, là, si tu as les jambes pour le faire. Tu peux rouler à 50 si tu veux. Ouais. Mais l'assistance le 10 de plus, là, c'est toi qui le fais. Là, et les vélos qu'on achète au Québec dans des boutiques spécialisées respectent ça? Ils sont supposés de tout respecter ça. Sauf les importations web et les Bafang qui souvent se débarrent facilement. Ils se vendent sur le marché noir des kits pour les débarrer, mais disons que c'est pas légal. Ensuite, on a les pseudo-motos qui ont un pseudo-pédalier où là, il y a un petit jumper en 6 secondes enlevé pour dépasser. Le pseudo-pédalier, c'est un autre. Oui, parce qu'on a vu ça aussi, des motos, des petites motos avec un pédalier. À ce moment-là, ça devient, au sens de la loi, un vélo parce qu'il y a un pédalier, mais dans les faits... Il est complètement légal parce que souvent, ils vont bloquer la puissance à 500 watts, ils vont bloquer à 32 km/h, puis il y a cette espèce de pseudo-pédalier que tu peux dire « j'essaye de pédaler avec ça ». Techniquement, c'est 100% légal. Mais il y a des motos qui comportent ces aspects-là, mais qui ressemblent à un Ninja 600 de Yamaha. Oui, c'est ça. Je connais pas les motos, là, mais... Outre la vitesse maximale que ça peut rouler, cette affaire-là, y a-tu d'autres... la réglementation, est-ce qu'elle fixe d'autres critères importants qu'on doit respecter à l'achat du vélo? Il faut que tu portes un casque. C'est aussi ridicule que ça peut paraître. Là. Le cycliste, le coureur, il y en a qui dépassent à 35 km/h puis ils n'ont pas de casque à la tête, là, puis ils n'ont pas de moteur électrique. Mais toi, parce que tu as un moteur électrique, il faut que tu portes un casque. C'est ça. Et tantôt, vous l'aviez dit un peu, mais je veux juste qu'on essaye de résumer ça. Là. Si je suis quelqu'un qui veut s'acheter un vélo demain matin, quelles sont les choses que je dois regarder ou que je dois penser donc les questions que je dois poser à mon vendeur? Puis deuxième volet de ma question, ils sont où ces vendeurs-là? Est-ce qu'il y a des boutiques spécialisées là-dedans? Je vais où si je veux m'en acheter un vélo, Ghislain? Ben moi, je pense qu'en premier, c'est comme toute chose, il faut vraiment cerner c'est quoi nos besoins, c'est quoi le type de vélo qu'on veut faire. On veut-tu faire de la course? On veut-tu faire une balade du dimanche? On veut aller faire de la montagne? Il faut vraiment, il y a beaucoup de types de vélos, comme les vélos traditionnels. Il faut décider si c'est un hybride, un montagne. Donc, une fois qu'on a décidé ça, ensuite, c'est sûr qu'il y a le budget, toujours le budget. Si on est capable, moi, je recommande le moteur pédalier, que je trouve que l'expérience est beaucoup plus intéressante. C'est sûr que si on n'a pas les moyens, on peut descendre dans le moteur roue. On réussit à avoir quelque chose de moins dispendieux. Puis, après ça, on regarde, on a parlé tantôt, est-ce que c'est un sensor de cadence ou un sensor de couple? La coupe, encore une fois, va avoir une expérience plus normale comme un vélo. Par la suite, il faut se poser les mêmes questions que est-ce qu'on y va avec une marque connue comme Bosch, Shimano, Yamaha, il y en a plusieurs là, qui ont sorti dernièrement aussi. Puis il y a aussi se demander si on l'achète sur le web, est-ce qu'on va réussir à avoir des services après-vente? Ça, c'est hyper important. Moi, je conseille d'aller voir quelqu'un pignon sur rue. Souvent, on va payer un petit peu plus cher, peut-être 200-300$ de plus. Mais on risque d'avoir du service. Quand il va briser, on va avoir quelqu'un qui va pouvoir le réparer, qui connaît son vélo. Puis où on va, si on prend à Montréal, il y a plusieurs boutiques spécialisées seulement dans le vélo électrique. Je voulais pas les nommer, là, parce que c'est peut-être pas... Non, mais ces boutiques-là existent. Toutes les boutiques qui vendaient des vélos dans le passé, ils vendent des vélos électriques. Ouais. Mais moi, j'aimerais dire une chose. Vous magasinez une voiture, c'est pas parce que le concessionnaire est dans votre ville que vous allez acheter un Toyota ou un GM. Vous allez décider de la voiture avant d'aller voir un concessionnaire. Donc, décider du type et marque de vélo et aller à la boutique qui va avoir ce vélo-là. Parce qu'il y a des milliers de sortes. Mais moi, je pense qu'il y a tellement de choix maintenant dans les vélos, là, les vélos électriques, là, que c'est pas évident pour quelqu'un qui est même pas initié au vélo point, là, qui ne connaît même pas les vélos musculaires, qui là, ils veulent faire du vélo, puis c'est électrique qu'on veut faire. Alors, ce qui est important, c'est de regarder le type de moteur, le wattage du moteur, la grosseur de la batterie. Puis, à partir de là, tu regardes après le coût puis le type de vélo. Là. Si toi, tu sais que ça va être un vélo de montagne, là, regarde tous les types de moteurs. Puis, à partir de là, tu peux faire un choix un peu plus éclairé. Là. Parce que commencer à magasiner des marques, t'en finiras plus. Il y en a trop. Là. Puis c'est comme toute chose, c'est important d'aller l'essayer, de s'asseoir sur le vélo, si possible de faire quelques coins de rue, là, parce que l'ergonomie est vraiment importante. C'est pas toujours possible de l'essayer, mais si vous êtes capable, ça vaut vraiment la peine. J'ose poser une question. Si vous n'êtes pas à l'aise de répondre, vous me le direz, mais
Tu sais, on le sait, en tout cas, moi, je compare avec d'autres articles là, que je connais, les trottinettes que je connais un peu plus, pour m'y être intéressé depuis quelques années maintenant. Tu sais, il y a des seuils, tu dis, garde, va pas en bas de ça. Un vélo à assistance électrique, là, y a-tu un prix? Tu dis, garde, si tu veux avoir de la qualité, il faut que tu mettes au moins tel prix. Moi, je vais encore parler parce que je prêche beaucoup pour les moteurs pédaliers, là, mais en bas de 3 000 $, ça va être difficile d'avoir quelque chose. Puis la limite supérieure est quasiment illimitée. Là. Il y a des vélos bien à 12 entendu. 13 000. Mais on me fait miroiter sur Internet. 500, là, un bon vélo à moteur pédalier, c'est 3 500, 4 000, même 4 500. Un vélo avec un moteur dans la roue, on peut s'en tirer à 2 500 avec quelque chose de bien. Donc, quand même, il peut y avoir un 1 000 $ de différence. Là. Donc, c'est sûr qu'on peut pas éluder le budget. Là. C'est vraiment important pour le monde. Ils ne peuvent pas se payer un vélo qu'ils ne sont pas capables. Par contre, dites-vous que si vous l'utilisez beaucoup puis vous êtes capable de le payer, moi, ça fait 5 ans que j'ai mon vélo puis il va aussi bien que le jour 1. Là. Si j'avais été chanceux, j'avais payé comme 3 500, il valait 5 500, il était en rabais. Mais d'avoir un vélo de qualité, ça va durer une dizaine d'années. Ouais. Puis à chaque année, il y a un peu de tune-up à faire, des fois changer la chaîne, là, mais il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de changement d'huile. Donc, une fois qu'on a acheté le vélo, si on en fait pour la peine, si on en fait beaucoup, c'est pas une activité dispendieuse. Là. Ah non, tout à fait. Puis je pense que ce qu'il faut retenir, c'est d'essayer d'éviter de tomber dans le piège des méga rabais, de commander ça par Internet à l'autre bout du monde. Puis d'aller dans le trop cheap. Là. C'est sûr que, encore une fois, je ne veux pas dire au monde là, que le budget n'est pas important. Loin de là. Mais si on pense qu'on va vraiment en faire et qu'on veut vraiment s'investir, ben essayez d'avoir un bon budget. Vous allez avoir un vélo que vous allez apprécier si longtemps. tu regrettes aussi, tu vas le vendre à perte pas mal. Il y a beaucoup de regrets. Moi, je les vois, les gens, ils les agitent. Mauvais format, il y avait seulement taille médium à la boutique. Il a acheté ou de la taille grande, ils veulent le rapetisser. Non, je veux passer au moteur pédalier. On vend avec pas mal à perte. Là. C'est dur à vendre usagé. Oui, effectivement. Ouais, puis juste pour finir, là, j'ai vu mon vélo à vendre usagé. Il vendait parce que là, il y a une demande là, elle est tellement forte. Il vendait au prix que ce que moi j'avais payé quand je l'ai acheté neuf. C'est juste pour te dire. C'est pas juste les autos qui sont non, comme ça. Exactement. Pour fermer le bouchon là-dessus, messieurs, on l'a dit d'entrée, on s'était parlé il y a 2 ans. On se reparle aujourd'hui. Les choses ont peut-être changé un peu, peut-être pas non plus. Si je vous posais la question en 2 ans, qu'est-ce qui a changé? Outre une chose que je peux le dire parce que je le vois, le nombre de vélos à essence électrique sur les routes s'est multiplié de façon phénoménale. Mais outre l'intérêt là, dans les vélos eux-mêmes, qu'est-ce qui a changé dans les 2 dernières années? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué? Moi, ce que je vois, là, la nouvelle technologie qui arrive, on parle beaucoup de la courroie qui s'en vient, qui va remplacer la chaîne. Puis aussi les transmissions automatiques là, en arrière là, qui évitent de changer de vitesse. C'est les 2 gros. Quand on regarde, il y a Harley-Davidson qui ont sorti le Serial One. Ben c'est ça, c'est une transmission automatique avec une courroie. Mais là, on commence à parler des vélos qui sont en haut de 5005. Donc, quand on parle d'un budget limité, il n'y a pas eu tant d'évolution que ça. Là. Il y a eu plus de la démocratisation, beaucoup plus de marques, beaucoup plus de disponibilité. Dans l'évolution, dans les nouvelles technologies, oui, courroie, transmission, mais là, on parle de vélos beaucoup plus dispendieux. C'est exactement. Là, c'est les nouveaux vélos, maintenant, il y a les ordinateurs de bord. Là, c'est comme une voiture électrique à toute fin pratique. Là, ils analysent mieux les coups de pédale. Tu as vraiment un effort beaucoup plus fluide là, qui se produit. Là. Puis je n'ai essayé les vitesses automatiques. Là. C'est incroyable. Là. Moi, j'en revenais pas. Là. Ça suivait vraiment ma cadence. Aussitôt que je donnais un peu plus d'effort, là, la vitesse, a changé. C'était très fluide. Là. C'était pas saccadé. Là. Tu arrêtes une lumière, puis tu es tout de suite en bonne vitesse. Exactement, donc tu peux jouer avec tes vitesses. Donc, c'est beaucoup de progression, mais là, on va chercher un 2-3 c'est pas encore... Tout ça on commence ça. Hey, j'ai un flash, puis je vous pose la question parce que dernièrement, quelqu'un m'a posé la question, je ne savais pas quoi répondre. Beaucoup de gens recherchent des vélos qui se plient pour être capable de mettre ça dans les valises de voiture. À éviter ou pas? Ça a-tu un impact? C'est-tu quelque chose? Moi, je pourrais vous en parler, j'en ai eu 2. J'en ai eu un bien bas de gamme, mais il était heureusement plus léger. Moi, je dirais que c'est pas à éviter. Là. Si vous avez besoin qu'il se plie, c'est parce qu'il veut rester dans un petit appart à Montréal, go. Si vous voulez le mettre dans la valise de l'auto, il y a le poids. Il y en a qui achètent ça en mode fat bike, heavy duty, tout ça, mais il va être dur à mettre dans votre valise.
Fait que si vous avez besoin qu'ils se plient, oui. J'aime mieux des batteries détachées en dessous du siège qui sont plus faciles à retrouver par après que les batteries qui s'insèrent dans le cadre. Ça, c'est une des particularités là, dans les pliables. Fait que là, j'en ai un présentement, un moyen de gamme qui m'a coûté 2000. Je ne dirais pas la marque pour faire de la publicité, mais je suis bien satisfait à 2000 $. Là. OK. Ouais. Messieurs, donc Yves Auger, Patrick Goulet, Justin Lejeune, merci. Et qui sait, peut-être que dans 2 ans, on fera le 3e set. Mais là, pour l'instant, je pense que ça répond à des questions. Les gens qui veulent en savoir plus, vous avez une page Facebook qui traite de vélo assistance électrique. Quel est le nom de la page Facebook? Vélo électrique Québec. On est parti à 0 au automne 2019, puis là, on est rendu presque 7000 membres. Là. Donc, ça démontre l'intérêt. Donc, les gens qui veulent en savoir plus, vous allez faire un tour sur la page Facebook. On va mettre le lien en référence dans les il y a aussi, tu as oublié de parler du guide sur la VEC. Oui. Hey, merci. Hey, on s'en allait faire un guide. Oui, effectivement. Donc, il y a un guide qui est sur le site web de la VEC, qui est très consulté, soit dit en passant, sur les vélos assistance électrique que vous aviez rédigé, messieurs. Il va y avoir donc une mise à jour de oui, je le disais dernièrement, malgré ses 2 ans d'âge, il est encore assez à jour. Je pense qu'il n'y a aucun problème à le consulter. Ce que vous allez voir la différence, c'est que les vélos, ils ont l'air peut-être un peu plus modernes que les photos qu'on a mis. Mais sinon, l'information n'a pas changé. Oui, c'est l'information de base. Ça n'a pas changé, pour dire. Là. C'est surtout les nouvelles technologies qui viennent d'arriver. Les courroies, c'est pas une nouvelle technologie, là, mais c'est beaucoup plus populaire. On va mettre le lien également directement au guide. Fait comme ça, les gens qui veulent le consulter pourront le faire. Merci beaucoup, messieurs, pour votre disponibilité, puis on se reprend. Merci. C'est un plaisir. Merci. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de la VEC. Arleco Génération 3, 8470 boulevard Parkway à Anjou, 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. Il n'y a pas juste des voitures avec Philippe Corbeil. Cette semaine, je vous parle de moteurs de bateaux hors-bord électriques de haute performance. Ça fait très longtemps que les moteurs électriques pour bateaux existent. Les pêcheurs sportifs les apprécient pour naviguer à basse vitesse sans bruit durant leur pêche et ils sont aussi utilisés par des plaisanciers sur de petits plans d'eau où les moteurs à essence sont interdits. La puissance des moteurs électriques a longtemps été de quelques chevaux vapeur seulement et ils étaient idéaux pour naviguer à basse vitesse. Depuis quelques années, des entreprises ont développé des moteurs qui sont l'équivalent à des moteurs à essence de 40 chevaux, 50 chevaux, 80 chevaux et même 180 chevaux. Ce qui fait que vous pouvez maintenant être très rapide sur l'eau avec un moteur électrique. Commençons avec la compagnie canadienne Vision Marine qui a lancé en septembre 2021 un moteur hors-bord capable de rivaliser avec les gros moteurs thermiques puisque ce dernier a une puissance impressionnante de 180 chevaux-vapeur. Vision Marine a plus de 25 ans d'expertise dans le domaine nautique. Anciennement appelée la Compagnie de bateaux électriques canadienne, ils ont vendu plus de 2000 bateaux depuis leur fondation. En 2014, l'entreprise change de propriétaire et le nouveau dirigeant introduit de nouveaux modèles.
C'est à l'été 2021 que l'entreprise change son nom pour Vision Marine Technologies et entre à la bourse Nasdaq pour accélérer sa croissance. Peu après leur entrée en bourse, leur hors-bord est lancé. Pour faire fonctionner leur moteur eMotion 180i, le moteur a besoin de 2 batteries au lithium de 35 kWh qui lui donnent un total de 70 kWh d'énergie. Vision Marine estime que, naturellement tout dépendant de l'embarcation, il sera possible de naviguer entre 3 et 4 heures en continu à vitesse de croisière et de 30 minutes à 1 heure à pleine puissance. L'entreprise estime que son moteur est idéal pour des bateaux entre 18 et 26 pieds. Actuellement, le moteur n'est disponible que pour les manufacturiers de bateaux et l'entreprise ne fait pas de vente aux particuliers. Il n'est pas exclu de proposer des produits éventuellement au public pour faire des conversions de bateaux existants. Donc, pour le moment, ils ont des ententes avec Limestone et Beneteau pour électrifier certains de leurs bateaux. Chez Beneteau, c'est leur ligne 4 Winds avec le modèle H2 qui aura droit à l'option électrique et on prévoit faire les premières livraisons au printemps 2023. Du côté de Limestone, ils ont fait des tests avec leur modèle 2100cc. Le bateau atteint des pointes de vitesse de 60 km/h et il a opéré sur des vitesses de croisière de 29 à 35 km/h. Ils ont estimé qu'à une vitesse moyenne de 35 km/h, on peut avoir assez de puissance pour un peu plus de 2 heures de navigation. La recharge, elle, prend de 4 à 8 heures selon qu'on utilise 1 ou 2 chargeurs. Un des leaders mondiaux dans la motorisation de bateaux électriques est l'entreprise allemande Torqeedo. L'entreprise a vu le jour en 2005 et ils affirment avoir équipé plus de 100 000 bateaux. L'entreprise a un vaste catalogue de moteurs électriques. C'est la gamme Deep Blue qui est leur gamme de moteurs haute performance. Ces moteurs utilisent des batteries spéciales à haute tension. Les moteurs hors bord de la gamme Deep Blue proposent l'équivalent en puissance de moteurs de 40 chevaux ou de 80 chevaux. Pour alimenter ces moteurs, Torqeedo utilise des batteries de BMW qui ont été conçues pour la i3. La batterie a une tension de 352 volts et une capacité totale de 42,2 kWh. Si vous souhaitez équiper votre bateau du moteur Deep Blue 50R qui est l'équivalent d'un 80 chevaux, le moteur se détaille 24 000 $ américains et le bloc batterie est un peu plus de 30 000 $ américains. Finalement, la compagnie Elco produit des moteurs électriques pour bateaux depuis 1893. En 2018, ils ont ajouté des moteurs plus puissants avec un modèle de 30 chevaux et un modèle de 50 chevaux. Jusqu'alors, leur moteur le plus puissant était l'équivalent d'un 20 forces. Leur moteur utilise une technologie de batterie un peu plus conventionnelle qui fonctionne sur des combinaisons de batteries 12 volts. Le modèle à 20 chevaux fonctionne sur le 48 volts, alors que les moteurs de 30 et de 50 chevaux, eux, fonctionnent sur le 96 volts. Leur moteur de 50 chevaux se détaille 9 000 $ américains et un kit complet avec leur ensemble de 8 batteries AGM plomb acide de 220 Ah revient à environ 17 000 $ américains pour l'ensemble moteur et batterie. Pour des batteries plus durables et de plus grosses capacités, on peut opter pour des batteries au lithium phosphate. On voit donc qu'il existe des alternatives aux moteurs à essence pour les bateaux. C'était tout pour cette semaine et on se reparle prochainement pour une autre chronique parce qu'il n'y a pas juste des voitures. Vous œuvrez dans l'entretien de parc, la livraison de colis, le secteur industriel, les fermes ou le monde municipal? Vous utilisez des véhicules utilitaires à basse vitesse? Grâce à Cubex Équipement, vous avez accès au Max EV pour répondre à vos besoins. Le Max EV est un camion utilitaire robuste, 100% électrique, dans la catégorie des véhicules à basse vitesse pour lequel vous pouvez avoir une autonomie allant jusqu'à 195 km. Les avantages d'un camion utilitaire électrique sont grands. Coût d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt et des coûts d'entretien fortement réduits. À ça, bien sûr, on ajoute le fait qu'aucun gaz à effet de serre n'est produit pendant son utilisation. Le véhicule est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux 4 roues et de freins à disque hydraulique. Il possède une vaste liste d'accessoires, dont le chauffage et la climatisation.
Que vous le vouliez avec une boîte ouverte, une benne basculante, une boîte cargo ou munie d'un porte-échelle, Cubex Équipement saura vous fournir le modèle de Max EV qui vous convient et qui saura faciliter votre travail. Le Max EV est d'ailleurs éligible à la subvention du programme Éco-camionnage du ministère des Transports qui peut vous remettre un montant allant jusqu'à 12 500 $. Avec cette aide gouvernementale supplémentaire à l'achat, ainsi que les économies substantielles de carburant, vous économiserez ainsi pour les 10 prochaines années, tout en participant à la transition énergétique du Québec. Pour plus de renseignements, visitez le www.cubexltee.com ou téléphonez au 1-800-GO-CUBEX. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Prochaine recharge du relais électrique à la Place Bourget de Joliette. C'est le 10 septembre de 10h à 16h. Kiosque d'information et essais routiers. Ensuite, le Salon du véhicule électrique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est du 16 au 18 septembre. C'est au centre Georges Vézina, au 643 rue Bégin à Chicoutimi. Il y aura donc évidemment des essais routiers et une multitude de véhicules et d'articles en lien avec les véhicules électriques. C'est la place pour vous renseigner au Saguenay. Ensuite, du 23 au 25 septembre, le Salon du véhicule électrique de l'Outaouais, le tout premier, à la place des congrès de Gatineau, au 50 boulevard Maisonneuve. C'est le 23, 24 et 25. Encore une fois, essais routiers, informations, conférences à ne pas manquer. Et finalement, le Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe, du 21 au 23 octobre 2022. C'est au centre BMO, au 2730 avenue Beauparlant à Saint-Hyacinthe. Essais routiers, kiosques d'information, une multitude de concessionnaires sur place pour présenter les différents modèles de véhicules électriques. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à tous nos invités et collaborateurs aujourd'hui, Patrick Goulet, Yves Auger, Ghislain Lejeune, Claude Gauthier ainsi que Philippe Corbeil. À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levert. Merci à nos chroniqueurs Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Nicolas Lambert. Communication, Marie-Hélène Hamelin. Thème musical, François Viau, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les Studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydro-Solutions, Précision PPF Vitres teintées, la boutique Réserve Bière et Saveurs, Boco Éco, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes au archives.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.